Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver après cette longue période frustrante de réunions en tout petit comité avec visioconférence. La visioconférence continue. Je suis heureux d'accueillir à nouveau Emmanuel Todd. On devait se voir et l'accueillir pour son précédent livre sur les luttes de classe en France au XXIe siècle. On n'a pas pu. On a reporté les rendez-vous de moment pandémique en moment pandémique. Mais on reparlera certainement des luttes de classe pendant cette réunion. En tout cas, Emmanuel a bien voulu venir pour présenter son dernier livre. Pas bienvenue, je suis ravi. Tu es ravi donc de venir présenter ton dernier livre. Où sont-elles? Une esquisse de l'histoire des femmes. On va donc commencer plutôt sur le mode de la conversation. Oui, parce que je confesse d'avance que j'ai été un peu, pas démobilisé, mais un peu désorienté par l'actualité géopolitique. Parce que le livre, je vais dire, l'offensive russe en Ukraine a commencé au bout d'un mois de sortie de livre. Et m'a donné beaucoup de soucis, c'est un événement angoissant. Et donc j'ai été pris pour la première fois de ma vie dans une situation assez étrange où je n'étais plus sûr que le livre que je venais d'écrire était la chose la plus importante de ma vie à ce moment-là. Voilà, donc j'étais... Voilà. Alors, voilà. Donc je vous prie d'être tolérant si je raconte n'importe quoi. Tu ne vas pas raconter n'importe quoi. Non, c'est un livre qui brasse énormément de phénomènes historiques, sociologiques, anthropologiques, puisque on passe des chasseurs-cueilleurs sur différents continents, aux femmes cadres qu'on croise dans le RER le matin. On passe de l'Australie à la Suède, entre autres pays, avec des incursions en Amérique du Nord. Et donc, et tu décris à partir de toute cette histoire et ce fondement anthropologique, tu décris une révolution qui est en train de se dérouler, de s'accomplir, et tu la décris de façon qui est apparemment paradoxale, puisque tu commences par récuser très rapidement dans ton livre le concept de patriarcat, qui est maintenant, qui circule beaucoup dans le milieu politico-intellectuel, et tu récuses également la notion de genre. Tu dis que ces concepts ou ces notions sont en fait embarrassantes si l'on veut comprendre ce qui se passe effectivement dans nos sociétés et dans un certain nombre d'autres sociétés dont tu parleras tout à l'heure. Alors, est-ce que tu peux t'expliquer déjà sur ce paradoxe apparent? Alors, d'abord, il faut bien voir ce que ça signifie pour moi de travailler sur l'anthropologie du présent ou du futur immédiat. L'anthropologie, c'est mon vrai métier. Et dans ma vie de chercheur, j'avais toujours utilisé ma connaissance des structures familiales anciennes. Le rapport homme-femme est au cœur des structures familiales, évidemment. Donc, en un certain sens, le rapport homme-femme dans l'histoire était mon métier. Et j'avais utilisé les structures familiales traditionnelles pour comprendre leurs effets sur le processus de modernisation en cours des sociétés. Et ça montrait qu'il y avait un inconscient des sociétés, que tel ou tel pays était libéral, pas du tout parce qu'il était rempli de philosophes libéraux géniaux, mais parce qu'il y avait une structure familiale paysanne traditionnelle, individualiste, ou que des pays comme la Russie et la Chine avaient produit le communisme parce qu'il y avait une structure familiale paysanne, communautaire, autoritaire, égalitaire. Donc j'avais les structures familiales du passé, les familiales du présent. Ensuite, j'avais quand même fait un énorme travail pour expliquer l'émergence de ces structures familiales différentes dans les divers pays. Et ça, en fait, c'était étudier
tout ce qui venait avant les sociétés paysannes. C'est-à-dire, c'était, alors là pour le coup, en remontant chasseur-cueilleur avec un modèle de divergence, etc. Mais je m'étais toujours, je me suis jamais privé de dire des âneries sur le présent, en fait. Hein, je veux dire, prédire les fondements du système soviétique, l'affaiblissement du système américain, l'évolution du monde arabe, insulter tous les présidents de la République française, un par un, en essayant chaque fois de monter en gamme, comme eux-mêmes d'ailleurs, parce qu'il y a quand même une montée en gamme dans l'horreur, avec cette loi fondamentale que j'avais dégagée dans Après la démocratie, n'oublions jamais que l'épisode suivant peut être pire. Voilà. Mais je m'étais tenu soigneusement à l'écart des débats sur la famille et sur les rapports hommes-femmes. Donc, vraiment, c'est-à-dire j'avais vraiment évité ça. Et donc, c'était, en un certain sens, prudent. Et puis, de toute façon, les rapports hommes-femmes sont quand même un problème pour les hommes. Bon, je ne sais pas comment dire. Peut-être que je n'avais pas voulu... je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Je ne suis pas lourd là. C'est-à-dire, c'est quand même, on est au plus près de soi-même quand on travaille sur ces sujets dans le présent. Je veux dire, honnêtement, la vie sentimentale des chasseurs-cueilleurs, je peux l'imaginer. Lévi-Strauss dit très bien qu'elle est réelle, en fait. Et ces gens s'aiment, étaient tout à fait capables de s'aimer. Mais au présent, bon... voilà. Et là, alors, je ne saurais plus dire... J'ai été, en un certain sens, poussé hors de ma prudence par le phénomène MeToo. C'est-à-dire, alors bizarrement d'ailleurs, ce qui m'a fait sortir de mes gonds, c'est pas du tout un problème de rapport homme-femme, c'est les poursuites entre Kevin Spacey, qui est homosexuel, donc on n'est pas tout à fait au cœur du sujet. Bon, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, ça ne me regarde pas, mais moi j'étais un fan de Kevin Spacey et je trouvais ça vraiment, c'était trop pour moi. Les poursuites, je dis les choses comme elles se sont passées. Hein. Et puis, au-delà de ça, pour être complètement sérieux, et je pense que la vraie motivation, c'était que, pour moi c'est la vraie motivation du chercheur, c'est-à-dire que ce qui peut pousser quelqu'un dans un sujet, c'est quand on sent un truc bizarre, qui va pas de soi. Et moi, j'avais toujours vécu avec une sorte de modèle des rapports entre hommes et femmes en France, non conflictuel, et qui ne venait pas simplement d'une idée merveilleuse de la France. Je n'aurais pas tiré de ma vie personnelle l'idée que les rapports entre hommes et femmes étaient merveilleux en France. Hein. Je veux dire, je suis pas fou. Hein. Après 2 divorces, bon bah, faut quand même pas déconner. Mais donc, je suis dans simplement, j'étais très conscient pour des raisons d'origine familiale et des liens de mes parents avec le monde anglo-américain. Dans la famille circulaient des stéréotypes, et puis des stéréotypes fondés sur une connaissance vraiment intime de ces sociétés, avec l'idée que, aux États-Unis, il y avait un rapport antagoniste entre hommes et femmes. On voit au cinéma, tout le monde en était conscient, bien avant MeToo. Hein, moi, le prédictif d'une histoire d'amour entre 2 personnes, une époque, dans les films américains, c'était un homme et une femme commençaient à s'engueuler. Alors on se disait, là, il va se passer quelque chose. Voilà. Bon, ce qu'on sait moins, mais ça me venait de ma mère est très fréquemment mentionnée dans ce livre, hein, c'est assez chargé psychologiquement. Bon. Et elle est décédée depuis très longtemps, hein, donc c'est une prescription. Et ma mère m'avait parlé d'un modèle très spécifique de rapport entre des femmes en Angleterre, qui n'est pas du tout un modèle antagoniste américain, mais un modèle un peu de séparatiste. Il faut penser au club anglais masculin, c'est comme ça, de séparation. Et puis, il y avait le modèle français, qui était, dans le légendaire familial, un
un modèle plutôt d'amitié et de camaraderie, en fait. L'idée des hommes, pour moi, les hommes en tant qu'anthropologues, mais ça c'est aussi quelque chose qu'on va trouver au XVIIIe siècle, au cœur de la culture française, en tant qu'anthropologue et à partir de ces analyses familiales, j'avais l'idée que ce qui était spécifique des rapports entre des femmes en France, c'était une sorte d'égalitarisme bavard. Je veux dire, mon père, lui est toujours vivant, donc il faut que je fasse gaffe. C'était quand même un don Juan extraordinaire. Je pense que tu connais sa réputation. Voilà. Je veux dire, m'avait un jour stupéfait, parce que interviewé par des journalistes anglais, je lui demandais ce qu'ils pensaient de l'amour, des rapports entre les femmes, et c'est passé comme ça, Joël, j'entends dire que l'essentiel c'était la conversation. Quand même, il faut le dire. Et je pense que c'était profondément vrai, en fait. C'est quand on compare au monde anglo-américain, et puis j'ai étendu, comme je suis anthropologue, j'ai pu voir comment c'était en Allemagne, le Japon, c'est la non-communication. Si vous voulez un exemple de non-communication japonaise, vous lisez la clé de Tanizaki, qui s'appelait, l'ancien titre était la Confession impudique, et c'est un lieu commun quand on parle avec des Japonais, que les couples n'arrivent pas à se parler. Hein, voilà. Et alors, dans ce contexte-là, j'ai vu arriver le phénomène MeToo avec des femmes françaises de génération beaucoup plus jeune que moi, il faut le dire, commencer à parler des hommes comme de menaces. J'ai vu les murs de ville, et pas simplement à Paris, se couvrir de dénonciations du féminicide. Et donc j'ai vu quelque chose de différent apparaître. Et ça m'a intéressé en tant que chercheur. C'est toujours, la recherche pour moi, c'est se fixer sur le truc qui ne va pas. Vous voyez, le chercheur payé par l'État depuis 30 ans et qui va répéter. Pour moi, l'essence du non-chercheur, c'est le type qui découvre inlassablement que les gens qui ont le moins d'argent ont plus de problèmes sociaux. Je viens de parler de Bourdieu, en fait. Vous voyez? Et puis, à l'opposé de Bourdieu, vous aurez Durkheim, qui dit, et ça c'est marrant, les gens qui se suicident sont plutôt les gens qui ont du fric, et les pauvres ne se suicident pas. Ça, c'est une vraie question pour un chercheur. C'est mon esprit, j'essaie de prendre du recul. Voilà. Alors donc, simplement, cette question très très simple, pourquoi une émergence du féminisme antagoniste depuis, j'ai entendu l'expression néo-féminisme, que je trouvais plus neutre et pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce néo-féministe hostile, antagoniste en France? Comment ça s'explique? Est-ce que c'est une diffusion du modèle anglo-saxon? Alors ça, je peux déjà tout de suite donner la réponse à cette question, parce que fondamentale, mais pour y arriver, j'ai eu du boulot. La réponse est pas du tout. C'est-à-dire que dans le livre, les cultures françaises et anglaises, anglo-américaines, en termes de mœurs familiales, sont assez proches. Ce sont des cultures où le statut de la femme était resté très élevé, où il n'avait pas été abaissé par l'histoire, même s'il y avait ce que j'appelle de la patrie-dominance, c'est-à-dire une prééminence des hommes dans la politique, dans la guerre, dans des choses comme ça. Mais il y avait beaucoup de problèmes. Ça s'opposerait à la structure familiale allemande, qui est ce que j'appelle une culture de patrilinéarité de niveau 1, c'est-à-dire famille souche, un héritage par le fils aîné, où le statut des femmes est abaissé d'un cran, ou la famille chinoise, où là tous les fils
sont égaux, associés au père, et le statut des femmes est abaissé selon l'époque de l'histoire de 1, 2, 3, 4 ans, etc. Et puis au plus bas, il y a la famille arabe ou la famille de l'Inde du Nord, où on arrive à des niveaux de femmes. Mais le Japon est assez proche de l'Allemagne, en fait. Et donc, on a. Et le livre, ce qui est le plus étudié, c'est les sociétés les plus féministes à l'origine, en fait. Où le système de parenté était, en termes techniques, resté bilatéral. Et donc, ça, c'était le monde anglo-américain, la France. J'en parle peu dans le livre, mais j'aurais dû rajouter plus l'Espagne et le Portugal. Et puis la Scandinavie, c'est-à-dire toute la périphérie en fait, de l'Eurasie, puisque le processus d'abaissement du statut de la femme, que j'ai étudié dans la partie du livre, s'est fait à partir des zones de civilisation initiale, en partant du cœur de la Mésopotamie, du cœur de la Chine, diffusé vers la périphérie. Et donc le modèle du livre, qui est le modèle de toutes les études, c'est que le statut des femmes est resté relativement élevé dans la partie la plus occidentale de l'Europe, de la Scandinavie jusqu'au Portugal, parce que simplement, et par archaïsme, par modernité. Et donc le bon point de comparaison pour ces sociétés, c'est bon, on oublie toutes les sociétés où le statut de la femme a été très abaissé, etc., qui sont invalides pour une vraie comparaison. Le bon modèle pour comprendre ce qui nous arrive, c'est de partir des chasseurs-cueilleurs qui, eux, avaient un système de parenté bilatérale, comme nous, etc., avec des différences. Mais maintenant, j'en viens aux différences entre le monde anglo-américain et la France, pour ce féminisme antagoniste. J'accorde dans ce livre, et je crois, de plus en plus en toute chose, de l'importance à la religion comme facteur social. Ça ne veut pas dire que je suis sur le point de me convertir sur mon lit de mort, pour m'assurer un futur douillet. Non, hein, c'est pas du tout le trip. C'est pas... je suis désolé, je suis de bonne humeur d'être avec vous, là. Bon. Et donc, en fait, actuellement, les gens ont une vision complètement fausse du rapport du protestantisme à la modernité sociétale. Donc maintenant, il y a des femmes pasteurs, je veux dire, bon, mais la vérité, c'est que le premier protestantisme, celui de Luther, qui a été exporté vers la Scandinavie, vers le monde, vers les Pays-Bas, vers le monde anglo-américain, était au contraire, se présentait en fait comme une tentative patriarcale. C'est-à-dire que le père de famille est au cœur de l'idéologie protestante, le protestantisme, le vrai, est très antiféministe. Très antiféministe. Et il a été plaqué dans le monde anglo-américain sur des sociétés qui, en termes de structure familiale, de façon d'être, étaient plutôt favorables aux femmes. Et donc, dans les cultures anglo-américaines, il y a une sorte de tension entre un fond naturellement, pas féministe, mais favorable aux femmes, et une culture religieuse qui leur était défavorable. Et pour moi, la bonne interprétation, ce qui explique que le féminisme militant, d'abord avec les suffragettes, puis ensuite avec le Women's League, etc., soit apparu dans les pays anglo-saxons, c'est pas du tout parce que les femmes étaient vachement plus avancées là-bas, c'est parce qu'elles étaient en réaction contre une culture qui n'était pas du tout féministe. Donc c'était un truc de contestation. Et j'avais été très frappé du temps où je dirigeais la bibliothèque de l'Institut national d'études démographiques, il y a bien longtemps. C'était la première idée qui me vient, c'est vous savez, je suis dans la nostalgie permanente et je me suis dit, ah oui,
j'avais eu ce poste, et le premier truc que j'avais appris à faire, c'était de dormir assis. Mais entre et non, je peux déconner? Oui, ne perds pas de vue le film. Oui, non, alors j'arrête, ça n'a aucun rapport. Bon, et j'étais tombé sur un livre dont je n'ai jamais retrouvé la référence, donc c'était au milieu des années 80, je crois, la deuxième moitié des années 80, peut-être même c'était un livre australien sur le féminisme, en tout cas c'était anglo-américain, au sens culturel, et le livre semblait s'étonnait ou s'indignait de ce que l'émancipation des femmes en France se fasse sans féminisme sérieux. À l'échelle, je sais que les Françaises, les Français, les années 70-80 sont persuadés qu'il y a eu des luttes féministes. D'ailleurs, comme je le rappelle avec malice dans mon livre, ma grand-mère Henriette Nizan a signé le manifeste des 343. Salope, on disait à l'époque, c'est ça, ce comportement. À l'époque, mon père, d'ailleurs, dirigeait une des actions de l'Observateur, donc j'étais en certain sens au cœur de l'action. Mais à l'échelle de ce qui se passait dans le monde anglo-américain, c'était rien du tout. Et la vérité, c'est que l'émancipation des femmes était très très bien acceptée en France. Là, maintenant, on est dans une phase de mythification du passé. On fait comme s'il y avait eu des luttes terribles, mais il n'y a pas eu de lutte terrible en France. On me souvient. Je ne sais pas si tu te souviens, mais... Il y a eu des luttes à l'intérieur du gauchisme. Oui, c'est ça, mais quand même, dans l'ensemble, les hommes étaient plutôt contents de l'arrivée de la pilule. Parce que c'était quand même plus agréable. Mais ça, c'était avant 68. Non, la pilule est arrivée après. La pilule, les premiers trucs, mais la massification, voilà. Donc, voilà. Bon, donc j'arrête de délirer dans mes souvenirs. Et non, mais la phase que j'étudie, 1950-2020, c'est la vie. C'est très rare de suivre une période qui correspond exactement à la durée de notre existence. Donc, on peut suivre les étapes de l'évolution en fonction de sa propre évolution personnelle. Donc en fait, il y a... et donc, pour cette brève introduction, je vais dire que en France, la conclusion à laquelle je suis arrivé sur l'émergence de... Alors le féminisme antagoniste, en un certain sens, il a continué aux États-Unis avec MeToo. Mais je ne suis pas certain qu'il soit tellement plus virulent que ce qui a existé autrefois. Donc il y a une sorte de continuité dans le conflit. Voilà. Alors que dans le cas de la France, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé. Et d'habitude, c'est... comment dire, quand vous travaillez sur le monde anglo-américain, en général, s'il y a un problème que vous ne comprenez pas, vous allez toujours arriver inévitablement à des questions raciales. En France, tout finit par des questions de lutte des classes. Pas du tout par des chansons, mais par des questions de lutte des classes. Et donc, le modèle que je propose dans le livre, pour l'émergence de ce féminisme antagoniste, est tout à fait associé à l'évolution de la société française en termes de classe. Donc je peux résumer un peu le gros du modèle pour la période récente. Donc je vais vous épargner les... En fait, moi, les passages, je le dis quand même, hein, les passages dont je suis le plus fier dans le livre, c'est mon chapitre qui s'appelle « Un détour par l'Australie », dans lequel, qui est peut-être pour l'anthropologie le chapitre le plus important du livre. Et donc, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui, tous les soirs, s'endorment en se demandant
où est la place exacte des aborigènes australiens dans le développement de l'humanité. Si vous lisez mon livre, vous allez retrouver le sommeil. Voilà. Peut-être qu'il y en a d'autres qui n'arrivent pas à s'endormir parce qu'ils ne savent pas ce qu'était la véritable structure familiale suédoise à l'époque viking. Si vous lisez mon livre, vous trouverez une réponse à cette question sur la base d'analyses statistiques faites par une femme très douée de Pierre Runic, etc., sur des déclarations de succession, etc. Mais bon, on va laisser ça de côté. Mais moi, c'est en fait, le livre est un foutoir, en fait. C'est-à-dire que non, mais on peut se juger. Le livre est un foutoir, mais pour moi, c'est mon chef-d'œuvre. Je ne sais pas comment. Non, ça va. Tu peux le dire, mais bon, c'est pas. Voilà. J'ai un point de vue. Non, c'est pas un foutoir, dans la mesure où ces chapitres compliqués, on ne connaît rien du tout. Ils sont bien, ce sont des chapitres complets. Oui. Tu ne mets pas de l'Australie dans n'importe quel développement, du suédois ou de la suédoise, partout. Oui. Donc on a effectivement un chapitre sur l'Australie, on a un chapitre sur la Suède, on a un chapitre sur certaines pratiques en Amérique du Nord. Donc on s'y retrouve. Et quand on ne comprend pas complètement ce qui s'est passé, on arrive quand même à se repérer par rapport à ton développement. Oui, et puis j'ai fait une très longue introduction pour dire où j'allais, etc. Voilà. Mais tu préviens quand c'est difficile, ce qui est pratique quand même. Oui. Mais en fait, on se prépare. Oui, mais quand même, de mon point de vue, ensuite je parlerai que des problèmes sérieux qui nous concernent maintenant, mais c'est un livre dont j'en suis très content parce que j'ai réglé toutes sortes de questions intellectuelles qui me taraudaient depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'au début, j'ai remis au même niveau l'interprétation anthropologique et économique. C'est-à-dire j'ai remis Marx au niveau de l'anthropologie, ce qui est pour moi un truc considérable en fait. Il y a un intérêt théorique. Bon, c'est pas, je le fais là, je vais le faire ailleurs, c'est là. Les aborigènes australiens, c'est important. Je suis également très content des petites notations personnelles dans le livre, sur ma famille, je parlais de ma grand-mère, etc., qui sont faites pour montrer qui je suis et pour montrer que je ne suis pas, ou pour essayer de prouver que je ne suis pas un vieux riac, etc. Mais c'est probablement ce que je fais de plus proche sur le plan autobiographique. Je ne pense pas que j'aurai l'occasion d'écrire sur moi-même. Donc, mais donc ça donne un livre qui est, comme tu es très gentil, tu disais bien que les trucs sont construits, etc. Mais ça fait un peu mobile de calvaire quand même. Hein. C'est compliqué. Voilà. Alors, le modèle, maintenant, j'en viens quand même à la partie, ce qui dans le livre se présente comme la deuxième partie, qui est l'explication de ce que j'appelle notre révolution anthropologique. Donc, dans la première partie, je situe l'Occident étroit, comme je disais, France, monde anglo-américain, Scandinavie, dans le développement de l'humanité. Je dis bien qu'en fait, on n'a jamais vécu ici un abaissement du statut de la femme comme ailleurs. C'est pour cette raison que je dois, comme tu avais dit, éjecter le concept de patriarcat et le concept de genre, le concept de patriarcat, parce que quand on est anthropologue et qu'on est habitué à comparer des niveaux très différents d'abaissement du statut de la femme, et bien si ici c'est le patriarcat, quel est le mot qu'on emploie pour les femmes de Kaboul? Vous voyez? Ou pour les femmes de l'Inde du Nord? Ou pour, je pourrais donner des endroits où vous n'avez aucune idée de ce qu'est le statut de la femme, pour les femmes thaï, par exemple. Donc c'est juste une nuisance. Le concept de genre, je l'ai rejeté parce que, en fait, il prétend parler d'une... Moi, je trouve que l'idée de distinguer une différence biologique entre hommes et femmes
de, comment dire, d'une gestion de cette différence par des choses sociales est en soi une bonne idée. C'est très bien. Mais le problème, c'est que dans la pratique, le mot genre a remplacé le mot sexe. Et toujours avec une intention polémique. Et donc maintenant, prenez toute la littérature, oui, vous direz, chaque fois que vous regardez, faites l'expérience, on va vous parler de genre, et en fait, ça serait, on aurait dit autrefois sexe, ou alors remplacer, si vous voulez sentir le ridicule du truc, par homme et femme. Vous voyez qu'on emploie, vous voyez, voilà, donc j'ai rejeté tout ça. Et voilà, alors, pour la partie, pour la phase récente de l'histoire, donc j'ai distingué les trois étapes dans l'émancipation des femmes. Le premier féminisme qui était celui de l'émancipation politique, qui venait effectivement du monde anglo-américain, qui était porté par des femmes des classes moyennes supérieures plutôt, mais évidemment bénéfique à toutes les femmes. Le droit de suffrage, c'est pour toutes les femmes. Ensuite, deuxième vague féministe, l'émancipation des corps, si on peut dire, avec la pilule, l'avortement et toutes ces choses. À nouveau portée au départ par des femmes des classes moyennes supérieures. À nouveau favorable à toutes les femmes, et j'ai ajouté déjà, et à tous les hommes. Parce que honnêtement, je ne dois pas avoir d'un vieil obsédé sexuel, mais c'était quand même très agréable pour tout le monde. Et puis la troisième vague féministe, qui est le féminisme antagoniste, qui apparaît beaucoup plus tard dans la période récente. Alors, j'étais parti, en fait, ma véritable surprise de recherche, c'est que je voyais bien une élévation du statut des femmes, et ayant travaillé sur toutes sortes de systèmes de parenté, patrilinéaire, etc., le matriarcat n'existe pas dans l'histoire. C'est-à-dire que, par exemple, ou s'il existe, c'est parce que la structure familiale a été détruite. Donc, par exemple, quand vous voyez que les populations apprennent à lire et écrire, les hommes apprennent à lire et écrire toujours avant les femmes, jusqu'à un certain point. Sauf aux Antilles, ou dans les sociétés esclavagistes, où le rôle des hommes a été détruit. Oui, voilà, donc le patriarcat n'a jamais existé, mais en fait, comme on est arrivé dans des sociétés où le niveau éducatif des femmes a dépassé celui des hommes, je m'étais posé la question de l'émergence éventuelle d'une situation matriarcale, mais pas du tout sur un mode revanchard, contestataire. Ce que j'ai entendu pendant la sortie du livre était hallucinant. Hein. Enfin, vraiment, c'était très déprimant. Je me suis fait traiter de vieux mâle, masculiniste, par des nanas qui n'avaient pas ouvert le livre. Alors, je dois dire quand même que les deux critiques les plus ridicules ont été faites par des hommes. Alors, est-ce que c'est macho de dire ça? Bon, à l'AFP dans le monde. Détail plus tard, quand j'aurai bu. Et donc, donc j'essayais, je me suis dit, je vais aller voir ce qui se passe dans le futur. Et donc je suis reparti, j'ai pris les statistiques éducatives, et ce qui m'a stupéfait, c'est l'ancienneté du dépassement éducatif des hommes par les femmes. Je veux dire, ce qui m'a... non, je ne vais pas employer cette expression singulière. Surtout, c'est que le baccalauréat, le premier baccalauréat où il y a eu plus de femmes dans la cohorte à avoir le bac, enfin de filles plutôt que de garçons, c'était le bac 68. Mon bac. Bon, alors, en fait, ça ne m'a pas paru du tout surprenant, puisque, en plus, moi j'étais dans un lycée mixte, donc bon, je ne sais pas comment dire. Mais c'est tellement ancien. Ça, vous vous rendez mai 68.
et puis ensuite ça a diffusé sur l'éducation supérieure, et ce que j'ai pu observer, donc ce qui m'a le plus surpris, c'est que sur le plan éducatif et tout ce qui va avec l'éducation, en particulier au niveau éducatif, sont associés les phénomènes de domination idéologique et des choses comme ça, et ben, l'émancipation des femmes était une chose ancienne, ce qui faisait que, je dirais, redoubler l'étrangeté de la situation d'antagonisme apparue récemment. Parce que, en fait, et tous les indicateurs montraient que le dépassement éducatif des hommes par les femmes avait été très bien vécu par les hommes. C'est-à-dire que, en tout cas, sans problème. Il y a un très bon chercheur à l'INEL, qui m'a désavoué depuis Milan Boucher-Valla. Il n'a pas dit que mon utilisation il était correcte. Il a admis que mon utilisation des statistiques était valide. C'est des conclusions qui ne lui plaisaient pas. Mais lui aussi était surpris de l'ancienneté des choses. Lui a travaillé sur ce qu'on appellerait en anthropologie le passage d'un régime hypergamique à un régime hypogamique. C'est-à-dire l'hypergamie en anthropologie, c'est des situations de mariage au sens anthropologique, c'est-à-dire union stable d'un homme et d'une femme. Hypergamie, c'est quand l'homme est au-dessus, que ce soit par l'âge, que ce soit par l'éducation ou que ce soit par la richesse. Hein? Et l'hypogamie, ça va être quand, si la femme est plus éduquée, plus riche ou plus âgée. Donc, par exemple, pour un anthropologue, le couple Macron sera un cas d'hypogamie maximale. Hein? Voilà, ça s'analyse en termes techniques comme ça. Et bien entendu, quand on s'intéresse à l'hyper et l'hypogamie éducative, on évoque des rapports de force quand même quelque part, des rapports possibles ou impossibles de domination. Et ce que Boucher-Valla a montré, c'est que à partir du moment où les femmes commencent à être plus éduquées que les hommes, le modèle traditionnel, c'est l'hypergamie. L'hypergamie, c'est normal dans une société où les hommes ont fait plus d'études que les femmes. Hein? Mais à partir du moment où les femmes ont fait beaucoup plus d'études, parce que les différentiels sont importants, je m'excuse de ne pas avoir les chiffres en tête, je donne tous les chiffres de tous les pays dans tout cas, occidentaux, la question va savoir se poser si est-ce que les hommes vont accepter d'épouser des femmes plus éduquées qu'eux. Et ça s'est passé sans problème, et Boucher-Valla a même fait des études qui montrent que en fait, c'était un peu plus vite que ne l'aurait laissé attendre la distribution des masses statistiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de résistance. Et alors, ce qui est très très drôle, c'est que la résistance qui a existé a été plutôt du côté des femmes. C'est-à-dire que le modèle hypergamique, en gros, le modèle hypergamique, ça va être le modèle du prince charmant. Hein. Prince charmant au sens, comme disait mon oncle, prince charmant beau comme Crésus. Hein. J'ai appris l'autre jour, je trouve ça trop génial. Et donc, quand on demande, il y a des sondages, une merveilleuse enquête, c'est Boucher-Valla qui m'a filé d'ailleurs, qui demande aux gens s'ils accepteraient de vivre, d'épouser, aux hommes s'ils accepteraient de vivre avec une femme plus éduquée qu'eux, aux femmes s'ils accepteraient de vivre avec un homme moins éduqué qu'elles. Alors la majorité des gens disent oui, tout est bien, c'est le conformisme généralisé, tout va bien, tout est... Bon, voilà. Mais il y a quand même des résidus, etc. Alors,
le nombre de gens qui ne voudraient pas est vraiment très très faible, mais il y a un bon noyau de femmes qui n'accepteraient pas, dans le sondage, pas forcément dans la réalité, de vivre avec un homme moins éduqué qu'elles. Et avec cette merveille sociologique de femmes n'ayant fait aucune étude, mais qui n'accepteraient en aucune manière de vivre avec un homme moins éduqué qu'elles. C'est pas beau, ça? Voilà. Non, quelquefois, les sondages d'opinion... Oui, c'est ça, le bon sondage d'opinion. C'est pas le type qui vous dit que les gens qui ont moins d'argent ont des problèmes en fin de mois. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est... Et donc, c'est dans cette ambiance d'évolution, en fait, assez harmonieuse, où les hommes ne résistent pas. Je ne dis pas que la France, de toute cette période, n'était pas remplie de mecs débiles faisant des plaisanteries machos. Je ne suis pas en train de dire que les Français sont des types merveilleux. C'est pas ça. Je veux dire que c'est statistiquement, en termes de tendance générale, les choses se passaient harmonieusement. Et c'est dans ce contexte harmonieux que la situation s'est déréglée et que le féminisme antagonisme est apparu. Alors, j'ai deux pistes dans le livre. C'est que pour essayer de comprendre ce qu'on doit de fait interpréter comme une insatisfaction féminine se tournant en l'occurrence contre les hommes, mais je n'ai pas accepté sans réfléchir l'idée que cette insatisfaction n'existait pas en elle-même. Et donc la première piste, c'est j'ai repris le concept durkheimien, donc ma blague sur Bourdieu et Durkheim avait un objectif. Durkheim avait ce concept d'anomie. L'anomie, pour les sociologues américaines, c'est l'atomisation de la société. C'est pas ça du tout chez Durkheim. L'anomie, c'est que dans une société mobile, et dans son cas en ascension, les individus ne savent pas quoi attendre de la vie, et une bonne partie d'entre eux sont confrontés à de l'insatisfaction, des déceptions, c'est-à-dire qu'une vie plus mobile, moins déterminée, et génératrice d'anxiété, en fait. Même dans une société qui progresse. Et ça lui permettait d'expliquer en partie l'augmentation des taux de suicide dans une phase d'augmentation de la prospérité. Alors, si on accepte l'idée que je voudrais que, en fait, l'émancipation des femmes se produisait à un rythme extrêmement rapide et satisfaisant, que l'émancipation économique suivait, ça aussi c'est dans les études de Boucher-Vallard, c'est-à-dire qu'on voit, alors il y a des retards, dont l'INSEE nous rebat les oreilles sans arrêt, etc., mais dans l'ensemble, l'amélioration de la condition féminine a été spectaculaire. Si on regarde ce qui s'est passé, ce qui rend... Je voudrais d'ailleurs faire une parenthèse qui n'a rien à voir avec le livre. Et pour vous dire à quel point nous devons être optimistes, il s'est passé vraiment quelque chose de fondamental qui, je crois, vérifie les thèses de mon livre d'une façon inattendue et qui est l'une des choses qu'on voit à la suite de la guerre en Ukraine. Avez-vous remarqué le nombre de femmes en situation de responsabilité dans le camp occidental? Ministre des Affaires étrangères en Angleterre, s'occupant de la sécurité aux États-Unis, sous-secrétaire d'État s'occupant de l'Ukraine aux États-Unis, Premier ministre en Suède, Premier ministre en Finlande, Van der Leyen. Voilà, je veux dire, quand même, je veux dire, bon, d'accord, on va vers la Troisième Guerre mondiale, mais il y a des raisons d'être optimiste. Parce que, je veux dire,
la Première Guerre mondiale était quand même une horreur masculine, 100% masculine. La Deuxième Guerre mondiale, encore une horreur masculine, de masculinité toxique. Mais la troisième, si ça continue comme ça, aura été faite sur une base absolument paritaire. Ça aurait été vraiment, je dirais, le premier grand succès géopolitique de l'émancipation des femmes. Non mais, en fait, j'ai l'air de plaisanter, mais c'est vraiment vrai. En fait. C'est désespérant. Hein? Bon voilà, bon, maintenant j'arrête de semi-plaisanter. Et donc, en fait, donc, je reprends le concept durkheimien d'anomie. Je dis tout de suite anomie douce, puisque en France, ça ne va pas se traduire par de montée des taux de suicide, puisque tous les taux de suicide sont en baisse, etc. Et je dis, si on accepte, si on sort d'un modèle a priori paranoïaque d'oppression des femmes par les hommes, de patriarcat, si on se débarque, si on voit qu'on est dans une situation très fluide, au contraire d'accession des femmes à toutes les responsabilités, et dans les 20 dernières années, sans même aller jusqu'à la guerre mondiale, l'irruption des femmes dans la vie politique s'accélérait sans cesse. Et ben, on peut se dire, on peut commencer à penser les individus femmes comme on pense les individus hommes et affecter des mêmes problèmes et pathologies. C'est-à-dire que l'anomie qui, dans l'esprit de Durkheim, était un problème des hommes, les taux de suicide masculins sont toujours, en France, 3-4 fois plus élevés que les taux de suicide féminins. C'est un privilège que nous gardons, même si le taux est en baisse. Et en fait, bah maintenant, on ne peut plus. Quand j'étais gamin, une femme était définie par son mariage, par son mari, son catégorie sociale, etc. Et maintenant, les femmes vivent des vies complètes comme les hommes, sont dans un système scolaire ultra compétitif, elles doivent prendre des décisions, des carrières, et donc elles sont confrontées, je veux dire, à toutes les angoisses et insatisfactions du sexe masculin. Voilà, donc c'est quelque chose d'extrêmement simple. Avec cette différence et ce problème supplémentaire que les hommes n'ont pas, qui est celui de la possibilité de la procréation. Parce que, oui, au début du livre, j'ai une innovation théorique absolument stupéfiante. Vraiment, Alors, le livre a été écrit en Bretagne, j'étais en confinement tout seul en Bretagne, et peut-être ça a un petit peu affecté la sérénité. Donc j'étais dans le rapport, je vous prie d'excuser si je suis un peu déconnecté là, mais j'essaie de me connecter. Là. Bon. Donc j'étais sur mon canapé vert et je lisais la brochure de l'OCDE, les problèmes sociaux de l'OCDE. Le sujet spécial était la protection des minorités LGBT. Bon, je parle beaucoup dans le livre aussi, j'ai des chapitres sur l'homosexualité, les transgenres, tous ces domaines non plus de secret pour moi. Et je vous dirai pourquoi. Et là, donc, quand j'étais au transgenre, c'est compliqué, il faut rentrer dans les catégories. C'était une époque où j'essayais encore sincèrement d'utiliser le terme genre, parce que je ne suis pas du tout hostile a priori. Et là, j'ai eu un truc, j'ai déjà eu l'occasion de lire en public, ça s'appelait Scandale, et j'ai été mal compris. Pourtant, j'étais allongé sur mon canapé, et en fait, je ne comprenais tellement rien que j'ai eu un vertige. J'ai failli m'évanouir. Mais pas parce que j'étais horrifié moralement. Les gens vivent, j'ai été élevé dans l'idée que les gens vivent comme ils veulent, tous les goûts sont dans la nature. Mais je ne comprenais plus rien. Et donc je suis sorti de mon vertige et je produis cette chose théorique incroyable. Vraiment, c'est un acte de foi. Je définirais comme femme tout être humain capable, hors cas de stérilité, de porter un enfant. Avec l'idée que vraiment
j'étais devenu un exploseur de concepts. Voilà. Et là, tout d'un coup, tout est devenu clair. Tout est devenu clair et j'ai pu écrire mon livre. Les hommes l'inverse. Hein. Bon, donc, voilà. Donc, je me suis un peu perdu là dans le développement. Et donc, je regarde un peu que ça soit enregistré. Bon. C'est pas grave. Et donc, oui, donc, les femmes ajoutent à tout ce qu'il peut y avoir d'anxiété dans un individu de sexe masculin qui doit définir sa vie dans une société extrêmement mobile, le problème du choix ou non de la procréation et à quel moment. Sachant que les études sont très longues maintenant, pour beaucoup d'entre elles, et que la période de procréation qui reste, je dirais avec un minimum de risque de stérilité, est d'une dizaine d'années. Et donc, j'ai eu la vision, pas du tout de femmes qui étaient opprimées par un patriarcat masculin, puisque j'étais avec ces hommes absolument ravis d'avoir une femme plus éduquée qu'eux, gagnant plus d'argent qu'eux, éventuellement, pas plus souvent, etc. Mais simplement, je veux dire, de femmes qui étaient confrontées, en fait, pour la première fois de l'histoire, dans la question d'une définition vraiment individuelle, personnelle du destin, et donc avec l'espèce d'anxiété qui va avec. Oui. Oui, alors, là tu as parlé plutôt des femmes qui font des études, ont des diplômes, etc. Mais dans ton livre, tu montres également deux choses. C'est là que la question de la classe sociale intervient. J'y allais. Tu allais, bon, je le dis très très vite. Oui, mais je préfère. D'une part, dans le milieu des ouvriers, des ouvrières et des employés, des classes populaires, il y a beaucoup de femmes qui sont en situation monoparentale et dans la difficulté. Celle qu'on a vue, et tu le dis, lors de la révolte des Gilets jaunes, c'était ces femmes-là. Oui. Donc il y a une action féminine qui se déroule dans un autre cadre et avec d'autres difficultés que dans les classes moyennes dont tu parles. Et deuxièmement, tu dis aussi que la masculinité est restée très très forte dans la fraction supérieure de l'élite politique et économique. Alors, tout à fait. Et à partir du moment où on a fait cette espèce de... En fait, à partir du moment où on prend les femmes au sérieux, en fait, c'est ça, je pense. Je pense que ce qui me sépare beaucoup, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on entre dans un monde mental où réellement les femmes existent pour vous comme les hommes, comme des individus, etc., on peut se poser, la question que je me suis posée, c'est d'une lecture de classe de la société, plus du point de vue des hommes, mais aussi du point de vue des femmes. Et donc, je me suis posé la question de la stratification sociale telle qu'elle était vue d'un point de vue féminin. Donc j'ai essayé, alors les données de l'INSEE sont très déficientes là-dessus, enfin celles qui sont facilement accessibles en tout cas, qui ne demandent pas de les replonger dans les enquêtes emploi. Ce qu'on constate, c'est que si on fait, je dirais, une lecture masculine de la structure sociale et des professions, on aura une chose assez polarisée, c'est-à-dire avec des hommes qui sont importants en haut et en bas de la structure sociale. Et si on fait une lecture féminine des professions, etc., on va avoir, je dirais, une structure beaucoup plus moyennisée. C'est-à-dire que la structure de classe vue par les hommes est polarisée, la structure de classe vue par les femmes est beaucoup plus une structure de classe moyenne, en fait, en un certain sens. Donc, j'ai ça, et puis, donc, je fais une sorte d'analyse aussi globale de la structure sociale, et en révisant tout ça, et alors là, les résultats sont vraiment les mêmes pour la France, pour l'Amérique, etc. Ce qu'on observe,
la structuration des... Si on essaie de combiner systématiquement sexe et classe, ce qu'on observe, c'est des sociétés qui gardent en haut une sorte de pellicule supérieure de domination masculine. Bon, par exemple, en utilisant les trucs comme le pourcentage d'hommes version dans les grandes écoles, j'ai mis à 4% de une sorte de classe supérieure à 4% patrie dominée par les hommes. Et puis des classes moyennes qui sont en réelle matridominance, c'est où les femmes sont celles dont je parlais avant, et des classes, et puis des classes populaires que je n'ai pas définies comme patridominées, mais plutôt comme désorganisées sur les plans du mœurs, parce que c'est effectivement là qu'on va trouver les familles monoparentales et qu'on va trouver ces femmes qui n'accepteraient pas de vivre avec un homme moins diplômé qu'elles alors qu'elles-mêmes n'ont pas de diplôme, ce genre de choses. Et ça permet donc ensuite j'en arrive, c'est sans doute les chapitres les plus polémiques du livre, où j'ai ce chapitre qui s'appelle chapitre 11, le genre de point, une idéologie petite bourgeoise. Carrément, et où finalement je définis la tension qui existe dans la société entre un système technique, économique, capitaliste qui reste dominé par les hommes, effectivement, les plus gros salaires, etc., mais des classes moyennes, et avec au cœur de ces classes moyennes l'enseignement, l'université, de plus en plus de journalistes, je dirais les professions gramsciennes de domination idéologique, qui sont, elles, en matridominance, dominées par les femmes. Et en fait, le résultat auquel j'arrive pour expliquer ce qui se passe en France, et sans du tout hiérarchiser les notions de classe et de sexe, c'est une société, et ça serait la même chose dans les autres pays avancés, dans lesquels il y a une classe supérieure patrie dominée qui est attaquée par une classe moyenne matridominée. Et en fait, je pense que la réalité des conflits, c'est ça en fait maintenant. C'est ça la réalité. Mais je me suis absolument... Et des classes populaires qui sont plutôt laissées à elles-mêmes, à l'abandon, en désintégration, et dans lequel l'idéologie du conflit... parce que le conflit dont on entend parler n'est pas du tout simplement un conflit entre hommes et femmes. C'est toujours, tous les procès qu'on voit, c'est des procès contre des hommes dominants, en fait, ou bien en vue, ou qui ont réussi d'une certaine manière. Donc il y a une grosse dimension de classe. Donc ça, je dirais que c'est peut-être c'est le cœur de la démonstration, mais ça n'est pas du tout le livre. Et surtout, j'ai essayé de remettre, finalement, ça m'a beaucoup fait. Pourquoi vous avez un char russe au pied? Reste concentré. Voilà, non mais c'est troublant, ce Z. Ah, Ah pardon, non. J'espère que vous n'allez pas tomber sur un Ukrainien. Hein. Bon. Voilà, et donc, et quand même, j'ai je veux dire, ce travail m'a fait avancer. Donc, il y a une double thématique dans le livre. Je suis forcé d'en rester sur le trucs assez généraux parce que le livre est très précis, il y a beaucoup de sujets. C'est un livre quand même assez difficile à présenter. Je pense que tu seras d'accord. Je fais ce que je peux. Hein. Bon. Hein? Continue. Voilà. On va passer aux questions. Voilà. Et donc, ce que je dis moi, je suis historien et anthropologue.
Donc l'anthropologie, c'est l'étude de la famille, de la parenté, et au cœur de tout ça, il y a les rapports entre les femmes. Et ce que je dis, c'est que, je l'analyse, je donne des exemples, etc. Donc les théories du genre, le féminisme de troisième vague, etc. On a juste, ça n'est pas que ça n'a rien amené à l'anthropologie, c'est que ça l'a bousillé, en fait, parce que l'anthropologie n'avait pas besoin de ça, puisque son sujet, c'était déjà l'examen des rapports entre hommes et femmes. C'est pas trop grave, parce que de toute façon, l'anthropologie allait mourir, vu que tous les peuples primitifs qu'elle analysait étaient en cours de disparition. Donc la théorie du genre a frappé une anthropologie qui avait déjà fait son boulot, et au contraire, elle frappe d'inutilité. Dès que vous avez le mot genre en anthropologie, vous savez que ça va être de la daube, et que vous pouvez vous abstenir de le lire, que ça va être un sujet résiduel, tardif, alors que tout le boulot a été fait entre 1880 et 1975, donc c'est pas un problème, mais il faut le dire. Ce que je dis, c'est que je suis aussi historien, et là, quand même, ce qui m'a frappé, c'est que l'histoire, c'est pas une discipline où les femmes ont été au centre. Alors, ni des préoccupations, ni en tant qu'auteur. Des femmes anthropologues, moi j'ai fait le compte, finalement, je pense que j'ai plus utilisé des femmes anthropologues que des hommes anthropologues. Dans ma vie, pas juste dans ce travail. Donc, voilà. Mais l'histoire, c'est pas ça. L'histoire, c'est un domaine qui résiste encore, d'ailleurs, à la féminisation. Ça se mesure en termes de doctorat. Et pour des raisons très simples que je dis dans le livre, c'est que ce qui mène à l'histoire, souvent, les petits garçons, c'est les soldats de plomb, la guerre, Napoléon. Et donc je confesse que c'était mon cas, en fait. Et je m'excuse d'avoir préféré Sparte à Athènes quand j'étais petit. Donc voilà. Et donc, en fait, c'est vrai que l'histoire et l'analyse du développement historique est lourdement biaisée, je dirais, ou paralysée par une non-vision du rôle des femmes. Alors, je dirais que dans l'histoire la plus ancienne, c'est rarement fondamental parce que c'est les hommes qui dirigent les opérations, patrie dominante, du collectif, etc. Mais par exemple, je parle de la grande chasse aux sorcières des 16e, 17e siècle, et là je prends le parti des féministes les plus violentes des États-Unis pour dire qu'effectivement, avec 80% de femmes parmi les gens brûlés, c'était une attaque du sexe féminin, etc. Mais pour la période la plus récente, ce recentrage sur la question des femmes m'a permis de comprendre toutes sortes de choses auxquelles j'avais été complètement aveugle. C'est-à-dire que, par exemple, je fais depuis le travail que j'avais fait avec Lebras dans l'Invention de la France, c'était 81, je travaillais sur la décomposition du système idéologique français, avec au point de départ de cette décomposition l'effondrement final de l'Église catholique dans les régions, dans le tiers du pays qu'elle contrôlait, sur la périphérie, développement que j'associais très logiquement au développement de l'éducation supérieure. Mais 1981, ça fait combien de temps ? En 40 ans, je n'avais pas été foutu de voir que le cœur du mécanisme, c'était l'émancipation des femmes. Qui était d'ailleurs au cœur de la puissance de l'Église. Et en fait, j'avais une sorte de tache aveugle sur le fait que le mouvement de l'histoire de la décomposition des idéologies en France, les actrices principales, parce qu'il faut le dire, c'était sans doute les femmes. Voilà. Et qu'une bonne partie de ce qu'on a vécu est lié, est un effet
dans un passé qui n'est pas juste hier, de l'émancipation des femmes. Donc, par exemple, j'ai fait un chapitre qui m'a donné beaucoup de mal sur l'homosexualité. Le chapitre sur l'homosexualité m'a donné beaucoup de mal, parce que le sujet ne m'avait jamais intéressé. Il ne m'avait jamais intéressé pour deux raisons. Parce que moi, je viens d'une famille libérale et j'avais été élevé dans l'esprit tous les goûts sont dans la nature. Donc, c'était déjà une déficience. Je veux dire, n'étant pas homophobe, j'avais un manque d'intérêt, etc. Deuxième déficience, je suis un hétérosexuel banal. Donc, je n'étais pas du tout motivé par le sujet. Voilà. Bon. Mais donc, je m'y suis mis, j'ai eu du mal. Mais là, tous les sondages de mes trucs montrent que j'appelais ça, l'homophobie, une affaire d'hommes. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui sont homophobes. Les femmes, donc il y a une étude très différenciée de l'homosexualité féminine, masculine. Alors il y a un truc qui est un peu embêtant pour les thématiques récentes, c'est qu'il apparaît clairement dans les études américaines les plus anciennes que personne n'a jamais été hostile à l'homosexualité féminine. L'homosexualité féminine a toujours été soit ignorée, soit négligée, soit considérée avec bienveillance par les hommes. Tu ne me contredis pas? Non. Voilà. Et que, par contre, le problème de l'homophobie, c'est les hommes qui persécutent les hommes, etc. Et on constate dans les sondages d'opinion, dans les attitudes, que l'homophobie est beaucoup plus faible ou inexistante chez les femmes. Et donc, il est complètement logique que l'émancipation des femmes est amenée à l'effondrement des conceptions homophobes dans la société tout entière. Bon, les femmes sont également moins racistes. Et donc il y a aussi un rapport entre... Bon, alors je sais que tout le monde est en train de s'exciter sur l'immigration, etc., mais la vérité, pour qui, me semble-t-il, pour qui a connu la France des années 50, 60 et 70, c'est que le niveau de racisme est tombé d'une façon incroyable. Et ça aussi, ça a un rapport avec l'émancipation des femmes. Avant, donc le livre est, enfin, moi je trouve, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais quand je m'entends parler, je n'ai pas l'impression de parler comme un masculiniste primaire. Hein? D'accord? Je veux dire, mais je ne voudrais pas donner l'impression que je faillote. Et maintenant, je vais terminer ce livre par ce qui est dans le livre, la thèse la plus discutable et la plus importante pour moi, et qui est présentée comme importante et très discutable. Et nous allons donc terminer sur ces fameux chasseurs-cueilleurs. Sur le type qui se souvient de son livre, qui dit « Ouais, c'était pour ça que j'avais prévenu, hein ?» Des chasseurs-cueilleurs. Voilà. Voilà. Alors, c'est l'objet de débat de les féministes, qui les donnaient, etc. Et donc, on repart de ce que je disais, on est proche des chasseurs-cueilleurs, nous, les vrais occidentaux, etc. Alors, comment ça se passe? Chasseurs-cueilleurs, vous avez quelques familles conjugales, nucléaires, associées, c'est beaucoup des rapports entre frères et sœurs, frères, enfin, c'est assez latéral, horizontal. Et puis, il y a un groupe en général, humain, d'un millier d'individus, qui englobe des petits groupes, etc. Et les chasseurs-cueilleurs, comme leur nom l'indique, se nourrissent par la chasse et par la cueillette, avec des répartitions variées selon l'endroit de la planète où vous êtes. Je veux dire, par exemple, les Esquimaux, la cueillette, ça donne pas trop. Donc, quand vous allez vers le nord, il y a plus de chasse. C'est pour donner une idée de la variété, quand même. Le livre est rempli de cartes très détaillées, tirées de l'atlas de Murdoch, dont mon fils Nicolas, qui est un informaticien génial, a fait une présentation cartographique hallucinante, et juste un peu trop précis, il me fatigue par ses vérifications incessantes. Bon, sa personnalité de type sérieux, il en faut dans toutes les familles. Et donc,
Mais en gros, la cueillette est plutôt une activité féminine. Ce qui suggère qu'il y a des bons arguments pour dire que les femmes ont inventé l'agriculture. D'ailleurs, argument que j'examine d'après les dispositions dans l'espace, je dis c'est pas impensable du tout que les femmes aient inventé l'agriculture, même si ensuite l'agriculture a plutôt permis aux hommes d'abaisser le statut des femmes. Mais les hommes peuvent participer à la cueillette quand même. Voilà. Par contre, la chasse est toujours masculine. Alors, de temps en temps, vous verrez dans Libération un article écrit par un journaliste inculte citant des anthropologues, idéologues ridicules, disant qu'on a retrouvé dans les Andes, datant de 7000 avant l'ère commune, un squelette de femme équipé pour la chasse. Voilà. Bon, voilà. Mais la vérité, c'est qu'il y a une carte de la place de Murdoch, que je reproduis dans le livre, sur la chasse. Donc, si la chasse est une activité masculine, le point est rouge. Hein, c'est là. Tous les points sur la carte sont rouges. C'est vraiment, j'ai jamais vu une carte comme ça. C'est vraiment. Alors là, vous leur direz, oui, c'est idéologique. Enfin, si c'est idéologique pour 250 populations répandues sur toute la planète, que ça soit idéologique ou que ça soit l'origine d'Homo sapiens, je ne vois pas trop la différence. Voilà. Mais l'important n'est pas là. L'important, c'est que les produits de la cueillette, qui viennent plutôt des femmes, restent sur la famille conjugale. Les produits de la cueillette sont pour les enfants, pour le mari, pour la femme, etc., éventuellement pour les vieux parents, si on a de quoi on les nourrit. Voilà. Et donc, en fait, il y a une gestion familiale individualiste des produits de la cueillette. Par contre, et ça c'est un autre universel, les produits de la chasse sont toujours répartis sur le groupe, sont toujours divisés. Et donc, vous avez cette vision d'un Homo sapiens au début, dans lequel les femmes sont de fait porteuses de comportements économiques individualistes, et les hommes porteurs de comportements économiques collectivistes. Vraiment, et ça aussi, c'est un universel. Alors ça pose un vrai problème qu'on n'a même pas tellement à poser en termes de biologie, de détermination. C'est ce qu'on observe partout. C'est comme ça. Et comment exprimer les choses simplement? Ça m'a vraiment beaucoup troublé. Parce que, vous voyez, l'un des problèmes qu'on a en sociologie historique, actuellement, c'est qu'on vit dans un monde un peu désintégré, où il y a des choses qui se passent dans un domaine, et puis des choses qui se passent dans un autre domaine, et on fait comme si ça pouvait exister indépendamment. Moi, je plaide pour ce que j'appelle fonctionnalisme dynamique, et je me dis, s'il se passe des choses très importantes qui sont au cœur de l'évolution sociale, et d'autres choses très importantes qui sont au cœur de l'évolution sociale, on doit au moins se poser la question d'un éventuel rapport. Et là, pour ce qui nous concerne, pour moi, deux des évolutions sociales les plus importantes des décennies qu'on vient de vivre, c'est d'une part l'émancipation des femmes et l'arrivée des femmes dans les classes moyennes en situation de matridominance idéologique. Je pense qu'on sera d'accord sur ces choses fondamentales. Et l'une des autres choses fondamentales qu'on a vécues, c'est l'effondrement de la capacité d'action collective des sociétés. Alors nous, on l'a vécu comme tous nos échecs politiques successifs.
c'est notre échec historique dont je parle. Je ne sais pas si tu vis ta vie idéologique comme un grand triomphe, mais pour moi, je me considère comme un vaincu de l'histoire. Je veux dire, ça fait 30 ans que je beugle comme un âne qu'il faut revenir à la nation. Et je veux dire, je n'ai pas l'impression d'être arrivé avec de gros résultats. Donc c'est quand même... Et chaque fois qu'on essaye de parler de collectif, d'action collective, ça nous file dans les doigts, ça ne marche pas. Et donc, en fait, dans le livre, je pose la question... alors, ce qu'on va trouver, si on va on va entendre parler d'idéologie néolibérale, d'économistes américains qui conspirent, de riches oligarques qui conspirent. Moi, j'ai tendance à voir les choses plus en profondeur, dans les mentalités, dans les attitudes. Et donc, la question la plus choquante du livre, et là, jamais qu'elle est choquante, c'est, je pose la question d'un rapport entre l'émancipation des femmes et l'effondrement des capacités d'action collective des sociétés. Et je dois dire que ma première lectrice était ma fille aînée. Et rien ne la choquait, mais ça quand même, elle disait, papa, c'est un peu dur. Hein. Mais je dis bien, ça n'est pas démontré, mais je fais un peu de rhétorique et je dis que les deux processus sont centraux. C'est ça qui est terrible. Et ils couvrent tout. C'est-à-dire que quand vous parlez d'émancipation des femmes, vous parlez presque par le biais de la totalité de nos existences à tous, en fait. Et quand vous parlez de l'effondrement des capacités d'action collective, vous parlez aussi, dans une autre dimension, de la totalité de notre existence. Donc, j'admets tout à fait que c'est difficile de dire, bah oui, bah voilà, les femmes ne sont pas trop, ne sortent pas des 300 000 dernières années avec un gros intérêt pour la gestion du collectif. Hein? Et peut-être que leur émancipation et leur arrivée au cœur des processus sociaux contribuerait à expliquer l'effondrement de la capacité d'action collective. Ça me paraît assez difficile à démontrer, mais pour moi, je dis dans le bouquin, montrer qu'il n'y a aucun rapport entre les deux phénomènes serait encore plus difficile à démontrer. Parce que, vous voyez, que des phénomènes aussi centraux et importants ne soient pas en interaction quelque part, c'est pas du tout évident. Et pour moi, je dirais que c'est pas une thèse, c'est la question la plus fondamentale du livre. La plus fondamentale du livre. Qui, si elle n'explique pas mes échecs matrimoniaux, pourrait expliquer mon échec idéologique. Bon, on va plus faire idéologique, mais il faut qu'on laisse nos amis poser quelques questions. Je vous en prie, donc elle là. Moi, cette corrélation potentielle que vous faites entre la baisse de grands projets collectifs et l'émancipation des femmes, ça me semble pas fou, je ne suis pas choquée, mais il y a justement deux domaines où j'ai l'impression que ça va dans votre sens. C'est depuis une trentaine d'années la poussée du développement personnel et depuis une petite dizaine d'années le développement aussi de ce que les féministes appellent le body positivity, l'acceptation de soi, même quand on fait 160 kilos, poils sous les bras, teint en bleu si possible. Ces deux domaines sont monopolisés par les femmes et je trouve que ça alimente beaucoup un repli sur soi. Non mais c'est vrai. Et ça va contre l'idée aussi d'un grand projet collectif, si possible social, lutte des classes. On est de nouveau dans quelque chose un peu de nombriliste, de très cocooning, de tête à tête avec soi-même. Moi, je trouve que c'est vraiment... alors, le développement personnel, ça date quand même déjà de quelques décennies. Tout ce qui est acceptation du corps, ça, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux depuis 5 ans, 10 ans. Et je trouve que... Enfin, je sais pas, je trouve, c'est que c'est monopolisé par les femmes. Et il me semble que ce sont deux bons exemples de cette corrélation. Je sais pas ce que vous en pensez.
je vais vous faire du OSS 117. Ça n'est pas à moi de le dire. Je suis tout à fait d'accord, hein, évidemment. Je n'aurais jamais rêvé d'une pareille intervention juste après. Ah oui, et la sorcellerie aussi, un autre domaine, toutes ces pseudosciences. Enfin, en tout cas, sorcellerie, la lune, les femmes qui ont une espèce de septième sens. Tout ça aussi, je trouve que ça va de pair avec... Mais par contre, pour moi, ce qui est très important, c'est d'avoir une conscience de la durée des périodes historiques considérées et de ne pas essentialiser, et je dirais de même pas biologiser les choses. C'est-à-dire que quand on parle d'hommes en gestion du collectif, en partant des chasseurs-cueilleurs, d'ailleurs le collectif c'est pas juste sympa, hein, c'est la guerre. Et puis c'est pas l'altruisme, hein. C'est le collectif, c'est avec je suis super chasseur, regardez, je partage ma bidoche. Ça inclut la masculinité toxique, comme on dit. Mon autre fille. Donc, bon, et donc, c'est, si on met Homo sapiens dans les estimations les plus récentes, 300 000 ans de gestion du collectif par les hommes, et si on voit la période que je viens d'écrire, qui est une période de 50 ans, ça serait quand même assez surprenant. Je veux dire, le développement personnel, je suis complètement d'accord avec vous, je cite un livre d'un copain qui a écrit un livre qui s'appelle « Contre le développement personnel ». Et il m'a fait une citation exprès pour le livre. Et donc, bien entendu, le public est essentiellement féminin, encore que ça diffuse. Hein. Alors peut-être que ça va dans le sens le pire pour moi, mais 50 ans, c'est rien du tout. Et le livre, en fait, se termine par un appel à la prise en charge du collectif par les femmes. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, l'émancipation des femmes a été, en vérité, à l'échelle de l'histoire humaine, d'une rapidité prodigieuse, mais ça serait complètement absurde de s'imaginer qu'il n'y a aucune inertie aux sciences physiques, des habitudes qui restent, et en fait, devant nous, on a toutes sortes d'autres choses. Alors, l'une des questions finales que je pose dans le livre, qui je pense reprend de l'actualité à cause de la guerre, c'est le livre ne se termine pas, enfin dans sa partie, donc j'ai des chapitres sur l'homosexualité, c'est les titres de chapitres qui me ravissent. Donc j'ai l'homosexualité, une affaire d'homme. Et alors, le titre de chapitre que je préfère, c'est les femmes entre christianisme et bisexualité. Puisque ce qui se répand actuellement, c'est qu'en fait, les sexes continuent de diverger dans l'émancipation quand même. C'est-à-dire que l'homosexualité exclusive à un niveau stagnant est le truc des hommes, mais le truc qui se répand, alors avec des études américaines, canadiennes, suédoises, françaises, c'est la bisexualité féminine. Donc ça me donne des phrases du genre « le groupe LGBT est en train de passer en matridominance ». Voilà, je me suis quand même bien marié. Non, parce que c'est sympa aussi. C'est-à-dire, c'est pas, si on n'est pas... Je sais pas comment dire, vous voyez, quand on est accusé de... Oh, j'étais accusé, j'ai pas pu lire l'article parce que je suis pas abonné à l'IB, mais j'ai été mis dans le même sac de fil que le compte comme mâle anxieux. Ça c'est vraiment super dur, quoi. Voilà. Moi, je trouve ça quand même... Enfin, c'est sympa. Enfin, je sais pas comment dire, que les sociétés évoluent. Enfin, je sais pas, il y a toute une dimension sympa. Bon, j'ai un chapitre sur le phénomène transgenre, où là, je marque ma limite et mon hostilité morale au traitement hormonal des enfants dysphoriques.
c'est-à-dire les parents, en fait les mères, qui interviennent avec l'aide de médecins sur le plan hormonal pour que leurs enfants hésitent sur ce qu'ils sont en termes de sexe, et donc on bloque leur puberté pour leur laisser le temps de choisir. Mais cela dit, ça a été interdit en Angleterre, ça a été interdit en Suède. Là, je suis sur la ligne des sociétés les plus libérales et les plus avancées. Donc je termine, donc je repars, donc, tu avais fait allusion à... Je repars des berdaches, c'est-à-dire ces rôles féminins pour des hommes indiens. Quand les colonisateurs sont arrivés, j'arrive effectivement à la conclusion que c'était à peu près universel, que l'existence d'hommes ne voulant, rejetant leur statut d'homme, etc., est un universel humain. Mais je note quand même que dans la période récente, la discussion idéologique sur les transgenres a commencé avant que le nombre des transgenres n'augmente. Enfin, c'est vraiment un gros boulot, quoi. Et donc j'ai un autre type de chapitre qui est la construction sociale du transgenre. Je ne suis pas... Voilà. Mais le dernier chapitre, je pense à une réelle actualité, parce que il pose la question pas simplement de la viabilité des constructions sociales en elles-mêmes, mais des constructions sociales dans leur diversité et dans leur interaction. Donc la question n'est pas juste de savoir si des sociétés peuvent vivre avec un statut des femmes super élevé, un statut des hommes un peu abaissé, avec ce que ça implique de destruction des emplois industriels, puisque ce qui a permis l'émancipation des femmes, c'était quand même le développement massif du secteur tertiaire. Je veux dire, ça, je dis bien, c'est des évolutions qui nous paraissent à nous de l'intérieur autonomes, mais qui ont été rendues possibles à la vitesse où ça s'est passé, à l'ampleur avec laquelle ça s'est passé, par la globalisation économique. C'est-à-dire que les emplois masculins des industries du Nord ont été détruits, mais ces emplois masculins ont été transférés en Europe de l'Est et en Asie. Et en un certain sens, toutes nos évolutions sociétales ont été permises par la délégation à l'extérieur de toutes sortes de fonctions sociales. Alors, j'étudie les perturbations, et alors, bien entendu, de l'autre côté, ça évoque des formations symétriques en un certain sens. Donc, oui, là, je m'amuse à opposer le conflit idéologique, ça, c'est plus tellement d'actualité avec la guerre contre les Russes, entre les Européens, dans la communauté européenne, entre les Européens de l'Ouest et les Européens de l'Est. Tu sais, ces Polonais, Hongrois censés être si réactionnaires, de ne pas trouver que l'horizon ultime de la société, c'est l'émancipation des homosexuels, ou le phénomène transgenre, ou des choses comme ça. Et donc, j'ironise un peu en disant que en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'émancipation des femmes a été jusqu'au bout, et même un peu au-delà du bout ici, parce que les emplois industriels ont été transférés en Europe de l'Est. Et qu'une partie du conservatisme de l'Europe de l'Est est liée au fait que le statut des hommes traditionnel a été sécurisé dans une industrie renouvelée là-bas. Et donc, il y a une sorte de jeu de complémentarité, et donc on a sans doute renforcé les tendances conservatrices ou masculinistes de l'Europe de l'Est, hein, mais renforcé les tendances féministes, etc. Mais je dirais que là, avec la guerre ou la réorganisation du monde qui est en train de se profiler avec la guerre d'Ukraine, moi j'ai regardé les cartes, on sait ces cartes du vote des Nations Unies qui opposent, donc il y a les Occidentaux, au début la Russie est très isolée,
ensuite on s'aperçoit qu'il y a juste un quart des pays qui soutiennent l'Occident, absolument rien du tout. Mais la carte est une carte anthropologique. C'est la carte qui est dans mon bouquin tout le temps. C'est la carte de l'opposition des systèmes bilatéraux féministes de la périphérie et des systèmes patrilinéaires, dont la Russie fait partie, du centre de l'Eurasie. Et donc les systèmes, je ne peux pas tout dire, enfin, je travaille là-dessus, mais pas tout dire parce que je ne voudrais pas le dire, mais parce que je ne suis pas arrivé à des conclusions, mais la question de la viabilité de notre système de mœurs, même, en fait, tout ce que j'ai dit dans la soirée, avec bienveillance, etc. Non, mais, en gros, je dis que tout ce qui se passe ici est plutôt sympa. Enfin, je ne sais pas si, contrairement à ce que j'ai lu et écrit sur moi, alors, je suis devenu l'idole de la droite aussi. Vraiment, pas arrêter de traiter d'islamo-gauchiste, vraiment la vie est dure. Voilà, c'est vraiment l'enfer. C'est pour ça que je fais une crise existentielle. Tu sais, c'est plus où t'es, tu vois, c'est comme je veux dire, c'est un peu plus grave que changer de sexe quand même, tu vois. Bon. Tu vois, c'est plus, bon. Et bon, je m'y perds un peu, mais donc, même si on considère que notre évolution est belle et bonne, est-ce qu'elle produit une société compétitive, capable à résister aux attaques d'autres sociétés fonctionnant selon d'autres normes? C'est-à-dire que si on associe effondrement industriel, hyper-féministe, etc., et qu'il y a des sociétés qui, au contraire, font le choix de rester dans un système beaucoup plus masculiniste, industriel, comme ça, mais si la question du jour, c'est de produire des biens, etc., moi j'ai eu mes doutes pendant le Covid, quand même. Hein. Quand même, je veux dire, s'il y a effectivement un rapport entre notre évolution sociale, sociétale, et l'effondrement de notre système industriel, c'est compliqué. Parce que du point de vue de l'anthropologie historique, la question n'est pas de savoir juste si une société est sympa. La question, c'est de savoir si elle peut tenir le choc. Oui, une fois les Berdaches américains, ces sociétés dans lesquelles un homme pouvait prendre un rôle de femme, se spécialiser dans le panier d'osier, la cueillette, faire une carrière magnifique dans ce domaine. Et on nous le présente comme les transgenres actuels, c'est pas ça du tout ici, mais comme une sorte d'idéal, hein, d'un rêve d'équilibre dans l'existence. Oui, peut-être, mais ces sociétés ont été foutues en l'air par les envahisseurs anglo-américains, qui, eux, étaient sur des concepts tout à fait différents. Donc une société ne doit pas juste être sympa et viable en elle-même, elle doit être capable de faire face. Et avec le retour de la guerre, la question prend une acuité particulière. Par exemple, si je dis, si j'associe émancipation des femmes poussée très très loin, parce que l'émancipation des femmes, la question n'est pas savoir émancipation des femmes ou non-émancipation des femmes, c'est émancipation des femmes ou émancipation maximale, etc. Et si on associe ça à la destruction des capacités d'action collective, dans l'action collective, il y a la capacité de reconstruction du système industriel, il y a la capacité militaire, et si on est confronté à des chocs avec des sociétés patrilinéaires qui n'ont en rien renoncé à des privilèges masculins et à des définitions du collectif et du patriotisme de type traditionnel, et qui font une utilisation efficiente de la masculinité toxique, où on va
La question, j'aimerais terminer sur cette phrase puissante. Peut-on vivre sans masculinité toxique? Mais écoute, il n'y a pas je crois qu'on arrête bientôt. Oui. Je suis désolé, je suis très non, bavard. Reviens écouter Gabriel Martinez-Gros, qui est un historien de l'islam et qui fait depuis quelques années une théorie des empires. Oui. Et il va publier un livre là, à la rentrée sur la théorie des empires. L'une des réponses que peut-être il t'apporterait, en bon disciple d'Ibn Khaldoun, c'est que la solution pour nos sociétés, ça sera le recours au mercenariat. Ce qui est déjà en cours. Les Ukrainiens, c'est un mercenariat. Non, mais je pense aux Américains, aux Russes. Oui, mais là. Avec les Tchétchènes, etc. Oui. Enfin, on va pas. Mais Oui. voilà, Mercenariat. je pense que le dialogue sera intéressant. On a combien de minutes? J'avais une question. Moi, j'y crois pas au mercenariat. Pour moi, le mercenariat, c'est la défaite de Carthage. Oui, mais tu avais une question? Enfin, oui, pardon. Alors, c'est un écologue qui pose la question. Donc, c'est un écologue qui pose la question. Donc, enfin, alors, il existe aussi une évolution brutale qui devrait s'ajouter aux deux points que vous avez cités, l'émancipation et le collectivisme. C'est l'augmentation de la densité de population. Dans les sociétés animales, un changement de densité induit un changement de comportement. Il ne voit pas pourquoi ce ne serait pas aussi le cas chez l'espèce humaine. Alors, de toute façon, l'émergence du principe patrilinéaire est associée à la densification de l'agriculture et en fait à l'élévation du niveau de population. Je ne rentre pas dans les détails, mais actuellement, le problème du monde avancé, ça ne va pas que l'augmentation de la densité, c'est le problème de la baisse de la population, puisque toutes les sociétés avancées sont maintenant avec des fécondités largement inférieures à 2, même les États-Unis, maintenant les États-Unis sont à 1,7. Et donc là, on va, le problème des années qui viennent, c'est ce qui va d'ailleurs rendre cette guerre mondiale si intéressante, c'est que ça va être une guerre mondiale avec population décroissante. C'est du nouveau, ça. Pas partout, mais les grands adversaires, les grands adversaires vont tous être en rareté démographique. Pas la Chine. Hein? Pas la Chine. Surtout la Chine. Surtout la Chine. Surtout la Chine. Ah, l'Ukraine, oui. L'Ukraine, c'est encore pire que ça. On arrête cette réunion en remerciant très vivement les